Alors Ibrahim a fondé Molengeek en 2015 afin de rendre le monde des technologies accessible. Avec Molengeek, il crée finalement un pont entre les talents insoupçonnés issus des quartiers populaires et le grand monde de l'industrie technologique. Début 2020, Sundar Pichai, le CEO de Google, viendra même visiter en personne les bureaux de Molengeek à Molenbeek. Il a osé venir du coup jusque-là. C'est dire l'intérêt du coup international pour ce que vous faites. Et en avril dernier, Ibrahim a intégré le conseil d'administration de Proximus pour les 4 prochaines années, découvrant ainsi dans la presse qu'il allait devenir riche. J'essaye de plus ou moins... C'est vrai, tu as totalement raison. Je ne savais pas le salaire du tout. Après, j'ai vu que c'était payé. Je croyais que c'était bénévole. Ah ouais, tu aurais quand même été bénévole ou pas? Moi, j'aurais été bénévole, ne fût-ce que pour pouvoir être dans le conseil d'administration et de pouvoir essayer d'influencer un maximum. Ouais. Tu vas devenir riche du coup? Ouais, c'est bien payé quand même. Ouais. Super bien payé, ouais. Bon, en tout cas, sache que je suis hyper heureux de te retrouver au Sénat, comme pour tous les autres intervenants évidemment, mais d'autant plus heureux que lors de notre première discussion il y a quelques mois, c'était en vidéo, une fois de plus comme pour beaucoup d'autres, j'ai tout de suite senti ton énergie de transmission et de partage, et c'est finalement une évidence pour toi de te retrouver ici au Sénat et de pouvoir partager ça devant un public un peu plus jeune. Beaucoup de gens t'ont charrié justement sur le fait que tu sois dans les Young Changemakers. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, déjà, il y a ton associé la dernière fois, il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, il m'a dit je t'aurais bien invité mais t'es trop vieux, tu vois. Donc en vieillissant voilà, finalement... Tu vois, je le grille, il est là-bas, tu vois. il m'a dit ça, mais écoute, en plus en même temps, non mais je trouve que c'est important, je travaille avec des jeunes, puis en même temps la jeunesse, la vieillesse c'est très relatif, on est vieux à 30 ans au football, tu vois. Donc vous approchez de la trentaine les gars. Hein, bientôt là. Ouais, vous allez passer vous aussi, donc c'est un truc où vous y pouvez rien. On fera les old changemakers après, comme ça on pourra continuer à faire des conférences. Déjà, ça fait, tu vois, les 2 années de Covid, là on va pas les compter dans notre âge. Hein, c'est oui, pas, c'est normal, ça c'est direct, on les retire de notre âge et puis on profite un maximum. Alors, malgré tout, au sein du CA de Proximus, tu es quand même considéré comme le jeune de service. En fait, comment ça se fait? Ils ont tous 70 ans. Donc c'est pas très dur. Non, je rigole, mais ils sont tous quand même d'une certaine génération, avec une certaine expertise. Je pense être le plus jeune. Ouais. Je pense vraiment être le plus jeune. Je viens de fêter mes 43 ans, donc je pense vraiment être le plus jeune. Mais tu l'incarnes aussi. Rien que pour eux, le fait de venir avec un pull, c'est déjà un truc un peu fou, quoi. Ah ouais, mais le style vestimentaire, ouais, ils doivent s'habituer un petit peu, ça clairement. Mais aussi la vision que j'ai, parce que encore une fois, je passe mes journées avec des gamins de 20 ans, de 25 ans, et donc voilà, ça me permet vraiment de pouvoir m'imprégner de leur mentalité, de ce qu'ils vivent et de leurs problématiques. Parce que voilà, moi, en gros, je ne vais pas te mentir, j'ai 43 ans, je n'ai pas les mêmes problèmes qu'eux, tu vois. Et pour pouvoir un peu les transmettre et essayer d'influencer un maximum le conseil d'administration qui est de qualité, je t'avoue, parce que j'ai été me renseigner. Non, ouais, c'est ouf, hein. Tu vois, il y a des docteurs, il y a des gens qui ont vraiment un background de ouf, je t'avoue, tu vois. Et donc, moi, pouvoir aussi leur toucher à l'oreille un peu certaines réalités dont peut-être ils ne sont pas au courant. Tu vois. Je veux rebondir sur un truc que tu as dit juste avant en disant que tu passais beaucoup de temps avec les jeunes. J'ai vu une interview justement il y a quelques jours de Benoît Van Kober, qui est le patron d'une agence de communication qui s'appelle 20 Something et qui justement baigne au quotidien avec les jeunes. Et on lui demande souvent comment faire pour toucher les jeunes. Et en fait, il dit, il ne faut pas commencer à faire des plans sur la comète. Je vais vous prenez 1 heure. Pendant 55 minutes, vous discutez avec les jeunes. Pendant 5 minutes, vous faites votre stratégie et votre plan. C'est un peu ça le truc, en fait. C'est de pouvoir être en contact avec les jeunes. Et c'est un peu ce que tu incarnes aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est ce pont, en fait, entre les générations. En tout cas, ce que Molengeek incarne, ça clairement, parce que moi, je suis super bien entouré d'une équipe du tonnerre pour pouvoir communiquer avec les jeunes. On essaie vraiment de faire en sorte que notre public cible, que notre public cible soit touché par notre message et que le message les touche aussi, tu vois. Et donc, c'est vraiment essayer de pas, comme tu dis, comme il a dit le gars, pas faire de plan sur la comète et d'essayer d'être assez direct, d'essayer qu'ils nous comprennent aussi. Et l'idée aussi, nous, à Molengeek, comment on arrive à les persuader, c'est une fois qu'ils franchissent la porte. Parce qu'en fait, tu as tout ce qui est communication, mais il y a aussi la suite. Tu vois, une fois qu'ils franchissent la porte, il y a toute une atmosphère, il y a tout un écosystème, il y a toute une ambiance qui fait qu'ils ont envie d'en être, tu vois. Je crois que c'est ça où on marque le plus de points. Bien plus que nos vidéos, tout le marketing qu'on fait autour, on arrive à les attirer, on arrive à faire en sorte de les convaincre de venir. Mais une fois qu'ils sont à l'intérieur, je crois que c'est là que le déclic se fait. Je vais sauter du coup 2 questions, mais l'idée effectivement, c'est de dire que Molengeek, au-delà du très beau jeu de mots, hein, quand même, entre Molenbeek et Geek, c'est surtout une école ça vient de moi, t'as vu, je suis fier. Ah ouais, c'est un jeu pour les autres villes du coup. Donc j'ai eu l'occasion justement de visiter l'école avec toi cette année, il y a quelques mois. C'est pas une école, c'est un écosystème. Un écosystème, bon, voilà. Déjà,
Exactement, j'ai pas encore trop compris ce qui se passait là-bas. Et justement, de l'extérieur, en fait, on a peut-être parfois un peu du mal à capter ce qui se passe chez Molen Geek, c'est peut-être un peu flou, mais quand on rentre à l'intérieur, je trouve que ça se comprend assez vite, en fait, parce qu'on voit les gens qui sont là, qui étudient, qui travaillent, qui collaborent. Est-ce que tu peux expliquer justement concrètement quel est, alors au-delà de l'objectif, ce qui se passe concrètement en fait chez Molen Geek, ce que vous faites au quotidien? Chez Molen Geek, au quotidien, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis en place un écosystème. Et pourquoi j'insiste dessus? Parce qu'on n'est pas juste un centre de formation, on a de la formation, mais pas que. On a aussi un incubateur à start-up. On fait aussi énormément d'événements du type hackathon, mais aussi des workshops pour attirer du sang neuf, tu vois. Et tout ce beau monde travaille au même endroit, vont boire du café à la cuisine ensemble, collaborent, mangent ensemble. Et ça fait vraiment, comme dirait un gars, mousser. En fait. C'est ça qui fait mousser le truc, qui fait en sorte que les jeunes qui sont en formation voient des entrepreneurs avoir des rendez-vous, des réunions avec leurs clients, travailler sur des projets. Et donc, ça les inspire énormément et ça les motive à finir leur formation et à vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat. De l'autre côté, tu as des entrepreneurs qui voient plein de jeunes qui viennent se former et ça leur donne des potentiels collaborateurs, des potentiels associés, des potentiels employés, tu vois. Et l'idée, c'est vraiment de créer un écosystème déjà et un safe place où les gens peuvent venir pouvoir développer leurs compétences à leur entreprise sans être jugés. On en revient à ce que disait Hassan en fait finalement juste avant. Exactement. En fait, il n'y a pas de secret. Tu vois, à partir du moment où nous on target un public qui a raté à l'école comme moi, tu vois, pour qui le système scolaire ne convient pas. Si on target ce public-là, ce serait débile de les amener dans une autre école, tu vois. Donc on les amène dans tout ce que tu veux, mais pas une école. C'est très collaboratif. Ils n'ont pas de prof, ils ont des coachs. Les coachs qu'ils ont, ils ont quasi leur âge. Ils parlent le même langage. Ils ont été formés dans l'année, tu vois. Et donc c'est plein de messages qui sont envoyés par cette méthodologie et cette pédagogie qui fait, les gars, lâchez pas. Lâchez pas, continuez à persévérer, parce que le gars qui vous donne cours, il y a 6 mois, il n'y connaissait rien, il y a 6 mois, 1 an, il ne connaissait rien, et maintenant, il vous donne cours, parce que si tu rates, ce n'est pas grave, à partir du moment où tu apprends quelque chose, parce que on a tous commencé de zéro, on a tous appris à marcher, et pour apprendre à marcher, il faut apprendre à tomber. Tu vois. Et quelle est la promesse que tu peux leur faire justement à ces jeunes-là à la fin de leur cursus, si je puis dire? C'est de trouver un taf, c'est d'arriver directement sur le marché de l'emploi, c'est juste d'améliorer leurs compétences? Ah ben moi, la promesse que je leur fais, c'est une activité professionnelle. Dès qu'ils franchissent la porte et qu'ils s'engagent à venir se lancer dans une formation, ça veut dire quoi une activité professionnelle? C'est qu'on va faire le maximum s'ils veulent trouver un travail pour leur trouver un travail. Donc on va les former pour qu'ils puissent trouver un travail dans ce secteur-là. Et s'ils n'arrivent pas à trouver un travail dans ce secteur-là, par exemple parce qu'il y a une jeune fille qui porte le voile ou un truc comme ça, et donc voilà, c'est un peu plus dur pour trouver un travail, eh ben, on les pousse vers l'entrepreneuriat et on est là pour les encadrer, pour qu'ils trouvent leur premier client, pour faire en sorte de facturer leurs premières prestations. Alors pour discuter assez souvent avec des chefs d'entreprise, je crois savoir qu'il y a un vrai retard et un manque crucial de développeurs en Belgique, que vous formez, vous notamment. Est-ce que c'est en train de changer, notamment grâce à vous et grâce peut-être à d'autres écoles de codage aussi? Et qu'est-ce qui ne fonctionne pas encore droit dans le domaine du développement en Belgique? Il y a plus que le développement, Nathan. Il y a vraiment, donc nous, on forme à peu près de développeurs à peu près 200 par an en formation longue. C'est vraiment pas assez. Tu vois, pour la pénurie qu'il y a, c'est vraiment pas assez. Donc, c'est une petite goutte. Il y a des initiatives comme Bicode, il y a l'école 19 aussi. Mais ça reste quand même des petites gouttes, tu vois, alors que la demande, elle est juste énorme, tu vois. Et donc, oui, il y a plein d'initiatives, mais ça reste des petites gouttes. Il faut vraiment pousser. Et puis, il y a le marché aussi qui devient de plus en plus exigeant. Donc, nous, on met à jour à fond nos formations. On est en train de travailler sur des nouvelles formes de formation. Maintenant, on va rajouter des modules de spécialisation et tout ça. Et donc, il y a aussi tout un autre pendant des technologies. Par exemple, on a mis des formations en place Amazon Web Services. On a un partenariat avec Amazon c'est le cloud d'Amazon. On est les seuls à le faire en Belgique. On a l'exclusivité sur cette formation en Belgique. On a la formation Salesforce. Tout ça, c'est un vivier d'emploi extraordinaire pour des personnes qui ont des diplômes ou pas, parce qu'ils ont leur propre certification, Salesforce et AWS, Amazon Web Services. Donc, il y a aussi énormément, là, on va lancer un truc en exclu, je le donne en exclu, on va lancer un truc à Laken sur l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'algorithmie, ça veut dire de la data, ça veut dire du machine learning, ça veut dire du Python. Tout ça aussi, il y a une demande énorme, tu vois. Et pour le moment, malheureusement, les entreprises qui ont besoin de ce genre de profil recrutent à l'extérieur
parce qu'ils ne trouvent pas des solutions en interne. Mais justement, comme tu parles de Laken, j'en viens à un peu parler de l'expansion, parce que médiatiquement, Molen Geek, c'est forcément le fleuron le plus connu, mais l'aventure s'est développée en Belgique. On peut parler de Charleroi, que j'ai visité également, du côté de Charleroi, qui vient tout juste d'ouvrir ses portes. Il y a également la Flandre, les Pays-Bas et même l'Italie. Est-ce que le modèle Molen Geek est donc franchisable à l'infini? Ça peut fonctionner partout, il y a de la demande aussi? Il y a une énorme demande. Écoute, j'ai eu la chance d'avoir gagné un prix avec Molen Geek de Samsung. Donc, je me suis retrouvé à Séoul il y a 2-3 ans et j'ai eu la chance de rencontrer tous les CSR Samsung du monde. Donc, CSR, c'est Corporate Social Responsibilities. Donc, c'est toutes les personnes qui sponsorisent les initiatives qui ont du sens pour Samsung. Donc, j'ai rencontré des gens qui travaillent pour Samsung, qui sont du Brésil, de Jordanie, du Maghreb, d'Écosse, partout dans le monde, quoi. Il y en avait une centaine. Et donc, vu qu'on a gagné le concours, on a dû présenter Molen Geek et ils sont tous venus vers nous en nous disant c'est la solution qu'il nous faut dans notre pays. En fait, la problématique, elle est pareille dans tous les pays du monde. On a beau avoir des cultures différentes, des langues différentes. Il y a la problématique de jeunes qui ne se retrouvent pas dans l'école et qui n'ont pas de background scolaire. Et l'autre, le manque de talent dans le digital énorme dans le secteur du digital. Et pour le moment, il n'y a pas vraiment de solution toute faite pour attirer ces jeunes qui sont, il faut se l'avouer, allergiques à l'école. Donc si tu viens, tu leur parles juste de formation. Il y en a des formations sur le digital. Bruxelles Formation en a, Forum en a, VDAB, ils en ont. Mais pour la plupart, elles restent vides parce qu'elles sont comme à l'école, tu vois. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec des initiatives comme les nôtres, parce qu'on arrive à les attirer. On a à peu près plus de 200 inscriptions pour chaque formation qu'on lance, alors qu'on n'a que 15 places. Tu vois. Et donc, il y a une sélection d'un mois de dingue qui se fait. Et donc, tu vois bien que les jeunes commencent à recroire en leurs compétences, à leur potentiel à partir du moment où tu as mis un environnement adéquat pour ça. Je reviens comme un vieux. Hein. Je parle comme un vieux, les gars, non? Ouais, c'est ça. On a souvent l'impression, en parlant de ton parcours et de ce que tu représentes aujourd'hui, que l'histoire a commencé juste avec Molen Geek, mais en fait, il y a eu quand même tout un cheminement avant ça. Je dis pas que tu es vieux, hein, ok, je dis juste qu'il y a un cheminement avant ça. Est-ce que tu peux l'expliquer justement, parce que ça permet de faire comprendre qu'on n'arrive pas tout de suite avec une solution qui fonctionne. Il y a un parcours avant ça, quoi. Exactement, il y a un parcours et souvent les gens se disent il y a un parcours où tu as raté. Au fait, même pas, j'étais encore plus riche avant Molen Geek, tu vois. J'ai gagné beaucoup plus d'argent avant Molen Geek. J'ai raté l'école, j'ai quitté l'école super tôt à 13 ans. Je suis parti un peu dans le domaine de l'éducation. Je suis devenu éducateur de rue et puis j'ai démissionné. Je travaillais à la STIP et puis on m'a viré. Bref, à un moment, je me suis retrouvé à tirer des câbles data dans des entreprises, pour une entreprise dans des entreprises. Et je me suis lié d'amitié avec mon collègue David, qui m'a appris comment télécharger de la musique, tu vois, parce qu'il l'a téléchargé pour moi au départ, mais bon, voilà, j'ai commencé à lui faire des listes beaucoup trop longues, on avait des vieilles connexions 56K, les gars, je suis vieux, donc on avait des vieilles connexions 56K et tout, et donc David, il me dit, écoute, va t'acheter un ordinateur, mets-toi une connexion, je te montre comment faire. J'exécute, j'achète un ordinateur, je mets une connexion Internet. J'ai un petit souci pour installer l'application. Il est tard, je n'ose pas appeler David. Je vais sur Yahoo parce que Google n'existait pas. Je suis vieux. Et à ce moment-là, je tombe sur un forum où on parle de cette application-là, Idanke, tu vois. Et là, je poste mon problème. Le lendemain, un Japonais me répond. Je teste sa réponse avec mon dictionnaire anglais-français parce que je ne comprenais rien en anglais. Je teste sa réponse, je vois que ça fonctionne. Et là, c'est tout. Je me suis dit, le monde est à moi. Et après ça, j'ai directement démissionné de mon boulot de tireur de câbles. Je me suis lancé en tant qu'indépendant à faire des logos, à faire des menus pour les snacks et petit à petit, j'ai commencé à faire du support PC. Je suis devenu consultant support et puis je suis monté serveur team et puis j'ai commencé à engager mes premières personnes. Je vous passe tous les détails, mais je me suis retrouvé à la tête de 4 sociétés, dont une société de consultance, une société de développement informatique avec plus d'une vingtaine d'employés, alors que j'ai aucun diplôme. Et je gagnais beaucoup mieux ma vie à cette époque-là, tu vois. Et parce que voilà, être consultant en informatique, ça paye bien, ça paye super bien. Encore aujourd'hui, mais ça paye super bien. et voilà. Et donc, l'envie de créer Molen Geek, en fait, il y a eu un succès médiatique via Molen Geek, tu vois. Médiatiquement, avant ça, on avait fait 1 ou 2 articles sur moi, j'apparais dans un livre ou quoi, mais voilà, c'était pas le truc, mais il y a eu un succès médiatique via Molen Geek, mais il y a un vrai succès derrière tout ça, il y a un vrai travail derrière tout ça, il y a vraiment du sens derrière tout ça qui font qu'il y a ce succès médiatique, tu vois.
Alors, revenons justement sur ta nomination au CA de Proximus. Au-delà d'une belle reconnaissance pour toi, ça envoie aussi forcément un message assez formidable, notamment aux jeunes qui viennent en fait, chez Molen Geek et qui suivent les formations chez vous. Quel est ton rôle en fait, concrètement au sein de ce groupe qui est l'un des plus grands en Belgique et l'un des plus prospères? Mon rôle, en tout cas, j'espère pouvoir leur amener ma vision, la vision de terrain. J'espère pouvoir faire en sorte, comme dans toutes les grandes entreprises, qu'elles puissent être beaucoup plus diverses. Même si on a beaucoup de diversité dans les shops, il faudrait qu'on ait des diversités plus de diversité dans les cadres et dans les positions, les plafonds de verre. Il faudrait qu'on les brise aussi. Il faudrait aussi, j'espère pouvoir leur amener un peu ce côté ancrage local, parce que Proximus, c'est quand même, pour moi, c'est une fierté d'être dans ce conseil d'administration, parce que c'est un fleuron du digital belge, et en même temps, moi, tu sais comment le digital a bouleversé ma vie, donc c'est super important que j'y sois. Pour moi, c'est un vrai honneur, tu vois. Et le truc, c'est que si je peux leur amener ce côté ancrage local, si je peux leur amener une vue qu'ils n'ont pas nécessairement, parce que les personnes du conseil d'administration ont vraiment des parcours remarquables, mais qui sont différents du mien, je pense que j'y ai toute ma place. Ouais. Alors, le moment où c'était annoncé en avril, je pense, et aujourd'hui, il y a eu du coup des conseils qui se sont déroulés. Ouais. Et ça s'est bien passé? Écoute, le meilleur, c'est le dernier, parce qu'il était en présentiel. Tu vois. Les autres, ça s'est fait un peu en ligne, donc c'était très compliqué de trouver sa place, peut-être. De trouver sa place. En même temps, c'est des gros dossiers, tu vois. C'est vraiment des gros dossiers qui a. Proximus, c'est une grosse boîte digitale qui innove énormément, qui est en train de vraiment se repenser. Elle a tellement de projets neufs que c'est super intéressant, mais c'est énormément de travail de lire tout ce qui se passe. Et vu que moi, je tombe en plein milieu comme ça, comme dans un cheveu, dans la soupe, tu vois, je dois rattraper un peu tout le retard parce qu'ils ont déjà traité ces dossiers-là sur 3-4 CA, tu vois. Et moi, je tombe dedans et je dois vite rattraper parce que je dois donner mon avis ou pas. Et donc voilà, ça reste super intéressant, ça va super bien, mais l'un des derniers, c'est vraiment, je l'ai eu la semaine dernière, c'est une autre expérience parce que en présentiel, tu permets de sentir les gens, tu permets de les voir, c'est quelque chose de beaucoup plus constructif qu'en ligne où tu es juste un petit carré dans un écran, tu vois, c'est tellement impersonnel en fait en ligne, et là en présentiel c'est beaucoup plus qualitatif en tout cas pour moi, c'est une autre expérience. Ouais. Alors, dernière question, étant donné tes contacts avec tous les GAFAM, donc Google, Facebook, etc., est-ce que tu peux faire vérifier des gens sur Instagram facilement? J'ai checké tes messages sur Facebook. Ah ouais, tu peux aller, t'as ce pouvoir-là, du coup. Je rigole. Écoute, si nous, on a eu la chance, de connaître Facebook et donc Instagram et tout. On avait, je crois, 1000 followers, ils nous ont vérifié, tout direct, on leur a rien demandé, ils ont fait hey, les gars, on vous vérifie. Donc voilà, ils n'ont pas vérifié mon compte, mais les comptes Molen Geek. Donc non, je sais pas comment t'aider pour vérifier ton compte, Nathan. Mais au-delà de ça, en fait, la question que je voulais poser, c'est surtout de se dire les contacts que vous avez aujourd'hui qui sont hyper privilégiés avec ces très grands groupes et en fait finalement qui représentent les métiers avec lesquels on avance aujourd'hui, est-ce qu'ils sont intéressants pour vous, pour les élèves qui sont dans l'école? Est-ce que ça vous donne un avantage peut-être? Ça nous donne déjà au niveau du message qui est donné aux élèves, aux students qui viennent suivre nos formations, tous les membres de Molen Geek, c'est un message très fort. C'est Google croit en vous, et ils ne croient pas juste en vous parce qu'il y a Sundar Pichai qui est venu, tu vois. Ils croient en vous parce qu'ils nous ont lâché plus de 500 000 € depuis le début de Molen Geek, tu vois. Et Facebook, pareil, ils croient en vous en nous finançant avec des dizaines de milliers d'euros, tu vois. Et ça, c'est un message fort, en disant, les gars, si les gars, c'est des boîtes comme Facebook et Google croient en vous, voilà, ils savent vous mettre leur argent, tu vois, ils sont pas là à le dépenser. Maintenant, il faut rester clair, des grosses boîtes comme ça, là où ils produisent les choses, c'est à San Francisco, c'est en Asie. Pour le recrutement, ici, il n'y a pas vraiment de développeurs en Belgique. Quoique Google, ils ont tout ce qui est le cloud à Mons, tu vois, mais il n'y a pas vraiment d'opportunité d'emploi en Belgique, sauf si on envoie nos gars à San Francisco et en Asie. Par contre, pour nous, c'est important que des grands acteurs de la tech nous soutiennent, nous reconnaissent et qu'on puisse continuer à collaborer avec eux. Parce que là, tu parles de... Franchement, je crois qu'on a presque la GAFAM, à part Microsoft. Je crois qu'on les a presque tous. Apple et Microsoft, il manque, tu vois. Et c'est super important qu'on puisse continuer à compter sur eux. Parce que pour le moment, sans eux, pour nous, il faut comprendre qu'on est une initiative qui est
financés avec des fonds propres. On est fournisseur de formation pour Bruxelles Formation et Actiris. On a du sponsoring privé de Google, Proximus, Facebook, tu vois. Et on a du financement aussi parce qu'on a lancé Molen Geek Pro. Molen Geek Pro qui est un service de développement d'applications. Donc il y a des jeunes qui viennent chez nous, qui se rentrent en formation. Soit ils trouvent un boulot, soit ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Parfois ils ne trouvent pas de boulot et ils ne veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Quand c'est des réels talents, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les engage, on les fait travailler à Molen Geek Pro et on a des clients comme Child Focus et d'autres qui nous payent pour leur développer des solutions. Et ça, je suis super fier parce que ça représente quand même 40% de notre financement. On arrive à se financer avec ça, tu vois. Et donc, pour moi, c'est un message très fort parce que c'est le proof of concept de tout ce qu'on fait, tu vois. C'est prendre des personnes sur qui on ne misait pas un bal, tu vois, qui étaient au chômage, au CPAS ou peu importe, tu vois, et les faire passer en croyant en eux, en les faisant passer avec les bons outils dans la formation et tout, ça revient des gens qui payent des taxes, qui t'amènent même des bénéfices dans ta boîte, et ça, c'est quelque chose de vraiment génial. Je suis super fier de ça, tu vois. Merci beaucoup, Ibrahim. Je vais peut-être passer alors aux questions. S'il y en a qui en ont, n'hésitez pas à lever la main. Parfait, tu peux du coup activer le micro et te lancer. Bonsoir. J'ai la chance de travailler pour Gluon, que tu connais peut-être, et j'ai été dans beaucoup d'écoles néerlandophones, mais aussi francophones. Et j'ai vu une grande différence dans l'enseignement numérique dans les deux écoles. Est-ce que tu penses déjà que j'ai tort? Et après, comment est-ce qu'on peut rattraper le retard? Et ma deuxième question serait, est-ce que tu peux faire baisser les prix des abonnements Proximus? Écoute, pour ta première question, tu as tout à fait raison, parce que déjà, en Flandre, ils ont un programme digital. Donc voilà, en gros, dans les écoles, on travaille beaucoup avec les écoles pour essayer de leur amener tout le côté digital qu'ils n'ont pas. Et pour donner des cours de digital, tu as besoin d'avoir un programme qui soit validé et tout par la chambre et tout un truc. Tu vois, ça dure 2 ans. En Flandre, ils l'ont déjà. Et donc, ils peuvent apprendre du code et tout en secondaire. En tout ce qui est Wallonie-Bruxelles, ils n'ont pas. Donc, ce programme n'existe pas pour le moment. Tu vois, on est en train de travailler avec une école pour essayer de rentrer le dossier pour que dans 2 ans, au moins, ils puissent commencer à coder, à faire les premiers développements. Et donc, oui, il y a une différence. Je pense que le retard, il peut être rattrapé. Je pense que l'école, en tout cas, je vais peut-être grossir le trait parce que je suis de Molenbeek et donc je suis de Bruxelles et donc j'ai l'habitude et je travaille le plus souvent avec des écoles à difficulté. Et donc... On va faire comme si de rien n'était ou quoi? Ouais, voilà. Donc le prince est là. Mais... donc, j'ai l'habitude de travailler avec des écoles à difficulté. Et donc, ce qui se passe, c'est que moi, en tout cas à Bruxelles, avec les écoles avec qui on travaille, on voit qu'il y a énormément de choses à faire. Les challenges sont totalement différents. On travaille avec des écoles qui, eux, leur objectif, c'est que l'élève continue à venir jusqu'à la fin de l'année. Tu vois, on n'est même pas dans la réussite de l'élève. On est juste, il ne doit pas décrocher scolairement, peu importe ce qu'il retient de l'école, peu importe des connaissances qu'il a, il doit juste continuer à venir. C'est déjà une victoire pour eux. Tu vois, c'est vraiment, les chances à l'école sont vraiment très différentes par rapport dans le quartier dans lequel tu vis, par rapport par rapport au niveau de l'école et tout ça. Et tu peux être un très bon élève, quand tu te retrouves dans une école avec ces challenges-là, tu deviens mauvais. Ça te tire vers le bas. Et donc, je pense vraiment que... Et cette école-là, je t'avoue qu'on paye quand même. On paye le bâtiment, on paye le chauffage, on paye les professeurs. Donc, je pense que les finances, c'est pas ça qui est le plus important à avoir. Ils sont là, tu vois. Je pense qu'on peut rajouter un peu pour digitaliser, pour aider. Mais je pense que les finances sont déjà là. Il faut, par contre, je pense, pour investir dans la formation, investir dans l'encadrement, investir dans les nouvelles méthodologies, la nouvelle pédagogie. C'est pas normal que l'école soit un lieu qui ne soit pas aimé par les jeunes. Les jeunes doivent aimer aller à l'école. Et si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Et donc, il faut investir à ce niveau-là. Et donc, nous, on travaille avec certaines écoles où on a des profs en or qui sont prêts vraiment à changer les choses, à taffer et à faire en sorte que les lignes bougent. Mais pour ça, ça prend du temps, mais aussi on a besoin d'un peu de financement parce que le confinement nous a montré qu'on n'a pas tous un ordinateur à la maison. Le confinement nous a montré qu'on n'avait pas tous l'environnement adéquat pour pouvoir faire nos devoirs à la maison et avoir étudié à la maison. Et le confinement nous a fait un zoom énorme sur plein de problématiques.
qui fait en sorte que maintenant, on peut vraiment, maintenant qu'on a tout ça zoomé, on peut vraiment améliorer les choses. Mais pour améliorer les choses, il faut le vouloir, il faut investir un petit peu. Et les professeurs maintenant, ce confinement aussi a amené ça, les professeurs sont beaucoup plus volontaires et ils voient les plus-values que le digital peut amener. Qu'on soit d'accord, hein, moi j'y crois pas du tout au 100% e-learning, j'y crois pas du tout, parce que nous aussi à Molengeek on est passé à 100% e-learning, on a vu vraiment la motivation chuter, c'était horrible. Mais par contre, le e-learning leur a amené pour certains ce qu'on appelle des soft skills. Ils étaient beaucoup plus autonomes, ils arrivaient à gérer leur planning, ils arrivaient à se focaliser sur tout ce qui était délivrable et pas juste suivre le cours. Et donc, moi, je crois beaucoup plus à l'hybridation, un jour semaine à la maison ou dans un cowork quelque part, ou dans une bibliothèque un jour semaine, où on laisse le jeune pouvoir gérer son temps comme il veut et développer ses compétences sous sa responsabilité. Ça permet vraiment de le faire évoluer à ce niveau-là. Mais l'école, c'est un énorme chantier, mais c'est aussi un énorme monstre, un énorme paquebot à bouger, et donc il faut vraiment de la bonne volonté de partout pour que ça bouge. Alors, tu parlais tout à l'heure des enfants qui n'aiment pas forcément aller à l'école, et je vais rebondir là-dessus, parce que je sais que tu as beaucoup d'enfants, tu as une grande famille. Est-ce qu'eux ont envie de se retrouver chez Molengeek? Est-ce qu'ils ont, ils ont montré l'intérêt, en tout cas, de rejoindre l'école? J'en ai que 5, ça va. Écoute, 5 futurs développeurs. Écoute, il y a une personne, une fois, j'ai ma grande fille qui a 17 ans. Ouais, j'ai 43 ans, les gars. J'ai une grande fille qui a 17 ans et elle veut rien savoir de Molengeek. Et j'en ai parlé à un ami à moi qui m'a dit on n'apprend pas, on demande pas au fils d'Eddy Merckx de faire du vélo. Tu vois. Et donc, à mon avis, elle veut pas être dedans parce que voilà, c'est un peu trop. Par contre, j'ai mon autre fille qui a 13 ans, qui est une créative incroyable. Tu vois, par exemple, elle est pas terrible à l'école, tu vois, mais elle est très créative, tu vois. Elle fait des vidéos, elle fait des trucs, et je l'encourage. Et ça, c'est un truc que j'avais pas moi, tu vois, quand j'étais gamin. Moi, je l'encourage à faire ses vidéos, je l'encourage à être créative, je l'encourage à continuer à être souriante et à apprendre des choses et tout ça. Par contre, à l'école, tu vois, elle me dit clairement, papa, moi je suis comme toi. C'est un bon exemple, du coup. Ouais, je ne sais plus rien lui cacher. Tu vois, elle me dit, papa, je suis comme toi, moi et l'école, ça ne va pas. Par contre, je la trouve vraiment très intelligente, tu vois, par rapport à tout ce qu'elle fait d'autre à côté. Et donc, ouais, non, mes enfants, pour le moment, il y a la plus grande qui ne veut rien savoir, elle est très bonne élève. Et il y a mon autre fille qui me ressemble plus, enfin d'après elle, et les autres sont trop petits pour ça. Chacun sa route finalement. Ah, exactement. Chacun sa route. Une autre question peut-être pour Ibrahim Ouassari. Ah voilà, ouais, tu peux activer le micro. En tant que jeune, comment je peux faire pour rejoindre Molengeek et à quoi je dois m'attendre en fait une fois que je vais arriver là? Ok, donc en tant que jeune, ça dépend vraiment de ce que tu as envie. Donc voilà, en gros, on a une palette de formations différentes, passant du développement informatique au marketing, et comme je t'ai dit, Salesforce, AWS et tout ça. Donc on a vraiment une palette. Si tu veux te former, par contre, il y a plein de jeunes qui viennent et qui ne veulent pas se former, qui ont un projet entrepreneurial digital ou innovant. Et là, ils viennent, on a un incubateur, et donc ils viennent, ils nous disent, voilà, mon projet c'est ça. Et on les aide à pouvoir le concevoir. On les met en relation avec des développeurs, s'il faut des gars du développement ou du marketing. On fait en sorte de les challenger un peu aussi sur leur projet. On fait en sorte qu'ils se rendent compte qu'un projet viable, c'est un projet qui fait une marge bénéficiaire. Malheureusement, il faut faire ça. Hein. Il y a toujours des chouettes projets, mais qui ne sont pas viables financièrement. Et donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, on vous challenge sur ça. On vous met, une fois que vous êtes prêt, que vous avez un produit délivrable, on vous met en contact avec nos partenaires, nos contacts. Par exemple, nous, on a un accord privilégié avec Proximus où ils viennent screener toutes nos startups. Et s'ils ont besoin d'un service de nos startups, eh ben, c'est Proximus comme premier client. C'est important. Pourquoi? Parce que cette startup-là, elle peut aller voir d'autres entreprises en disant on travaille avec Proximus. Et à ce moment-là, ça donne une autre crédibilité pour je sais pas moi, des NG par exemple ou des plus grosses boîtes. Le fait de travailler avec des grands noms, ça permet vraiment de pouvoir passer les portes plus facilement chez les autres clients. C'est quand même intéressant pour toi du coup de te retrouver un peu juge et parti finalement chez Proximus. Attends, tu vas te calmer, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc chez Molengeek, on a eu un accord avec eux en 2019 avec Proximus. C'était jamais de la vie. Moi, j'avais en tête d'être administrateur un jour de ce truc-là. Et le truc qu'il y a, c'est que si on parle de Proximus au conseil d'administration, je dois me retirer.
Si on parle de Molen Geek, je dois me retirer. Mais vraiment, on a des dossiers beaucoup plus chauds que Molen Geek. Au conseil d'administration, on n'en parle jamais. Mais voilà, jusqu'à présent. Mais en tout cas, si on devait en parler, moi, je dois me retirer. Ça joue un peu contre moi. Je pense qu'il a une autre question. Ouais, vas-y. Et à l'inverse, si je suis une entreprise et que j'ai envie de participer au projet Molen Geek et de travailler avec des jeunes qui sont chez Molen Geek et de les incorporer à mon entreprise pour développer mes projets. Une très bonne question. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a essayé de développer plusieurs produits pour les entreprises pour essayer de faire en sorte qu'ils soient les plus... qu'ils aient le moins d'excuses et qu'ils soient le plus adaptés. Parce que pour eux, pour des grosses entreprises, c'est vraiment un challenge de recruter des jeunes sans diplôme. Hein. Ça, il faut le comprendre aussi, parce qu'ils ont un canevas très clair, très restreint, et le fait qu'il y ait des jeunes sans diplôme, issus de la diversité, de certains quartiers, c'est pas le truc le moins risqué pour eux. Donc, en tout cas, dans cette mentalité-là. Donc, on a développé plusieurs produits différents, et un de nos produits, j'appelle ça comme ça, tu vois, c'est Molen Geek Partenaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on intègre les entreprises qui veulent collaborer sur certaines compétences. Par exemple, s'il y a une entreprise qui dit j'ai besoin de développeurs informatiques qui ont les compétences de votre formation, on les intègre avec nous dès le début de la formation, dès la sélection des candidats, et ils vont venir et ils vont suivre un ou deux candidats qu'ils auront choisis pendant tout le long de la formation, et vers la fin de la formation, ces candidats-là vont intégrer un jour semaine l'entreprise, ils vont faire connaissance avec les futurs collègues, ils vont commencer à s'amadouer, je veux dire, réciproquement. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de faire, pour l'entreprise, de faire un onboarding plus tôt, donc pouvoir intégrer le jeune plus tôt. Ça permet de créer une relation de confiance de l'entreprise, donc de ses collègues avec le jeune beaucoup plus tôt, et ça permet surtout aux jeunes de créer un sentiment de loyauté envers l'entreprise, parce que l'entreprise, elle a misé sur lui dès le départ, parce qu'elle parraine aussi sa formation, donc elle finance sa formation. Donc cette entreprise, elle paye la formation du jeune, et donc ça permet aux jeunes d'avoir un sentiment de loyauté. Pourquoi? Parce que dans la guerre des talents qu'il y a actuellement, hein, donc ils recrutent à gauche et à droite quand on a des compétences digitales, ça permet de garantir à l'entreprise que le jeune ne va pas partir pour 100 € de différence nette dans le salaire. Et parce que le jeune va se dire, ok, moi je me sens quand même bien, ils ont misé sur moi, ils ont pris le temps de me faire un onboarding et tout, je vais rester là, je sais ce que j'ai et je vais pas aller voir ailleurs. Par contre, voilà, s'il y a quand même 400 ou 500 € de différence, je dis pas. Les prix vont vite monter dans ce domaine-là. Ouais, voilà, ils vont vite monter, et l'idée, voilà, c'est l'entreprise, il y a ce côté-là, et puis il y a des entreprises qui rentrent dans ce programme-là, et puis il y a des entreprises qui nous disent, nous on veut faire plus, on veut rentrer dans ce programme, mais on veut sponsoriser financièrement telle formation, on veut faire partie de tel autre programme. Donc il y a énormément de choses. Les collaborations avec les entreprises sont primordiales pour nous, parce que c'est la finalité de tout ce qu'on fait pour certains de nos étudiants. Et donc c'est super important qu'on puisse les écouter, comprendre leur challenge à eux, pour on puisse s'adapter, pour qu'on ait un environnement adéquat pour que ces entreprises puissent engager des jeunes et faire confiance à des jeunes sans diplôme académique, et que ces jeunes puissent comprendre les challenges de cette entreprise-là, et en même temps puissent être intégrés de la meilleure manière. Et c'est super important, parce qu'en fait, les entreprises souvent viennent nous voir en disant on n'arrive pas à recruter des gens de la diversité, que ce soit femmes, de différentes origines et tout ça. Et le truc, c'est qu'ils veulent tout miser sur l'affiche et la pub qu'ils vont mettre sur les réseaux sociaux. Ils me disent qu'est-ce qu'il y a de plus où il y a le plus de diversité chez nous, c'est dans nos réclames. Tu vois, c'est vrai. Ils nous le disent, tu vois. Et le truc, c'est qu'ils misent tout là-dedans. Une fois qu'il y a des gens qui franchissent leurs portes, ils partent, parce que l'inclusion, c'est pas juste recruter de la diversité, c'est de créer un environnement où tout le monde se sent chez soi. Tu vois, c'est un peu une coquille vide finalement alors. Non, en fait, tu rates ton coup, parce qu'ils viennent et puis ils partent parce qu'ils se sentent pas à l'aise. Tu vois, ils se sentent pas à l'aise. C'est un peu. Si je te prends l'exemple du végétarien, ben, si tu as un buffet où il y a que de la viande, il va pas se sentir à l'aise, tu vois. Il va pas se sentir accepté, il va pas se sentir inclus dans la société, tu vois. C'est l'occasion de dire que tu es végétarien du coup? Je suis végétarien, mais c'est parce que Nathan me connaît trop bien. Il a décrit ma famille, mon végétarisme. Ouais, je suis végétarien, mais c'est un peu ça, tu vois. C'est le fait, par exemple. Vraiment, le cas typique, c'est le végétarien. Mais tu peux avoir la même chose concernant les femmes, concernant des personnes avec différentes cultures, tu vois. Et il faut pouvoir être inclusif. L'inclusion, c'est quoi? C'est permettre à tout le monde de se sentir à l'aise, tu vois. À partir du moment où tu mets personne sur le côté,
Ça, c'est inclus. Et donc, c'est sur ça qu'on travaille avec d'autres boîtes aussi, c'est de pouvoir garder leur talent parce qu'ils sont inclus. Merci beaucoup, Ibrahim. C'était hyper intéressant. Ah, ben voilà, une question peut-être du prince. Merci beaucoup. Je n'ai malheureusement pas pu assister à tout. Mais je suis très sensible à votre sujet de débat sur l'éducation. Et je me demandais pourquoi en Belgique, nous sommes tellement en retard sur l'innovation dans l'éducation. Je pense disons, à l'adaptation aux cours en alternance, permettre aux jeunes d'accéder aux entreprises le plus tôt possible, même à l'école, au niveau de l'école, pas seulement à l'université, mais aussi quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est la dyslexie. Vous savez qu'avant, quand j'étais plus jeune, celui qui était dyslexique était considéré comme quelqu'un qui n'avait pas de valeur, qui n'avait pas de capacité intellectuelle. En fait, il s'est avéré par la suite que c'est tout le contraire. Et moi, je vous pose la question de savoir pourquoi ici, nous sommes tellement en retard par rapport, par exemple, au monde anglo-saxon, qui ont quand même intégré des notions d'éducation importantes. Pourquoi sommes-nous en retard, selon vous? Je pense que la question, elle est vraiment faite pour toi, du coup. Cyr, on a du retard sur beaucoup de choses parce que je pense qu'actuellement, les personnes qui prennent des décisions de pompiers, à essayer d'éteindre des feux, au lieu d'essayer de vraiment réinvestir et repenser l'éducation. Je pense qu'il est important, comme vous le dites, moi je travaille avec des écoles de quartier où ils ont une section informatique, entre guillemets, parce qu'ils montent et remontent des PC. Donc c'est un métier noble, mais qu'on n'a pas vraiment, il n'y a pas un fort potentiel dans ce métier-là, de démonter, remonter des PC. Et on doit passer par là, mais ce n'est pas suffisant pour des gens qui finissent leur 6e et qui vont rentrer à l'université. C'est ça que je veux dire. Et donc, moi, je trouve vraiment que les entreprises devraient vraiment être impliquées dès la 4e secondaire, vraiment 4e, 5e, 6e secondaire, en tout cas le dernier degré, en tout cas pour le digital, parce que une des particularités du digital, c'est qu'il est très dur pour une entreprise d'accueillir une personne dans son service informatique qui ne sait pas travailler, qui n'a pas encore les compétences pour travailler. Ça coûte énormément d'argent. Ça coûte une personne qui ne sait rien faire, plus une autre personne qui doit l'encadrer pour faire les choses. Et c'est impayable. Il faut absolument pouvoir garantir un minimum de compétences dures chez ce jeune-là pour qu'il puisse être un minimum autonome. Je veux dire, s'il est autonome 6 heures par jour, c'est très bien déjà, pour que l'entreprise soit prête à prendre le risque et à investir ces 2 heures par jour de l'autre employé qui coûte très cher, à pouvoir l'encadrer pour pouvoir avoir un futur employé. Parce que ce que vous dites, c'est que si on met ce système en place, c'est l'emploi directement, en fait. Dès la fin des études, ces jeunes-là trouvent un emploi directement dans la même entreprise qu'il a pris en stage. C'est ce qui se passe dans les métiers en Suisse, par exemple, où c'est fort développé, tout ce qui est en alternance. Et ça a une autre réputation aussi. C'est très noble comme métier, c'est très noble comme étude. Il y a des grands dirigeants d'entreprises suisses qui viennent de ces études-là. Et donc, je pense vraiment qu'il faut... On est à un point où on n'a plus le choix. On doit vraiment investir dans notre éducation, dans nos enfants, parce qu'actuellement, je vais parler de ce que je sais, c'est pour ça que je vais parler de certains quartiers, que ce soit Molenbeek, Anderlecht ou Schaerbeek. Certaines écoles sont vraiment des crèches pour adultes. C'est des jeunes, ils vont juste pour pouvoir y être et ne pas être dehors, en fait. Et ce qu'ils en retirent, c'est pas grand-chose, et parfois même, avec les fréquentations, des choses négatives. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a un potentiel énorme dans ces jeunes-là aussi. On n'arrive juste pas à avoir la bonne méthodologie, la pédagogie pour pouvoir leur transmettre le savoir dont ils ont besoin, à l'école en tout cas, dans ces écoles-là. Et ils ont des autres priorités, challenges que je peux comprendre aussi, mais à un moment, il faut, je veux dire, investir dans la formation massivement pour pouvoir
pouvoir récupérer tous ces jeunes-là, parce que ça va faire empirer les choses. En fait, c'est des jeunes sans diplôme, c'est des jeunes sans emploi, c'est des jeunes sans perspective, c'est des jeunes sans opportunité, et c'est des jeunes qui se trouvent sur le côté de la société. Et c'est pour ça qu'il est ultra important, et je suis persuadé que ça ne coûterait pas si cher de repenser notre école, une école qui puisse être un endroit où les élèves soient inspirés par leurs professeurs, où les cours soient donnés sur des ordinateurs, où on ait accès à un ordinateur, où les professeurs soient là vraiment, pas pour donner cours, mais vraiment pour inspirer, pour guider, pour encadrer, pour faire en sorte que les talents et les compétences de ces jeunes soient exploités et développés au maximum, et pas pour les sanctionner avec des contrôles et des examens, pour leur dire « Ah ben là, tu as été mauvais, et là, c'est en rouge, et là, c'est en rouge ». Je pense qu'il n'y a rien de positif à tout ça. Et dans les entreprises actuellement, là, on parle de triche à l'école, on parle de collaboration dans les entreprises. Donc, quand on les fait collaborer en entreprise, on ne sait pas le faire à l'école, parce qu'on va dire bah non, c'est chacun évalué individuellement, et donc c'est de la triche. Et donc ça, c'est super important qu'on puisse pouvoir repenser aussi cette manière de faire, parce que les entreprises, elles n'ont pas besoin d'un gagnant, elles ont besoin que toute l'entreprise gagne. Et c'est pareil pour n'importe quelle initiative ici qui engage. Elle n'a pas besoin d'avoir un champion qui fait tout, elle a besoin que tout le service gagne et que l'entreprise avance vers tes champions d'entreprise, hein, donc ça je peux te le dire à toi. C'est pas intéressant pour toi d'avoir un de tes employés qui perce et qui fait des trucs incroyables. C'est le collectif. C'est le collectif, c'est ça que tu veux qui avance, et c'est pour ça que c'est super important de repenser toute cette manière de faire qui date d'il y a 2 siècles, je pense. On a toujours gardé le même système, et actuellement ça ne convient pas du tout à ce que le marché de l'emploi attend. Je vois le temps qui file, et pourtant la discussion est hyper intéressante, mais on a encore une dernière intervenante, donc je vais me permettre de lui passer la parole. Merci beaucoup, on peut peut-être applaudir Ibrahim pour son intervention.